Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'épreuve anticipée de philosophie a démarré ce matin. Pas de couac majeur au lycée Seydou Nouroutal selon le superviseur du centre. Du côté des candidats, à part la boule au ventre le jour de l'examen, les sujets sont jugés prenables. Kumba Amatlo, Gervais Yao. Il tient coûte que coûte à faire respecter les recommandations de l'Office du baccalauréat. Aucun outil de communication n'est permis dans le centre d'examen, une mesure que les candidats semblent avoir comprise. Ici, les épreuves ont démarré à 7h55. 3 tours d'horloge plus tard, de petits groupes se forment dans la cour de l'établissement. Les commentaires vont bon train. Les épreuves ont été abordables. Les sujets ont porté sur... on nous a donné 3 sujets, un sujet sur commentaire et 2 sujets sur la dissertation. Les sujets ont porté sur la liberté et l'art. Ça a été... ouais. Ils ont été abordables. Oui, effectivement. La liberté. Tu t'en es bien sorti? Oui, c'est ce que je pense. Et j'ai fait de mon mieux quand même. J'ai choisi le sujet numéro 3. C'est un commentaire en plus. On nous a demandé de faire une explication, suivi aussi de discussion. Du côté de l'administration, aucun incident majeur à signaler. Tout s'est passé dans les normes, rassure le superviseur. 403 plus précisément candidats, avec 2 séries, une série L2 et une série S2. Tout se passe bien. Nos surveillants sont venus à l'heure et nous avons distribué les épreuves à temps. Moi-même, j'ai fait le tour de toutes les salles pour vérifier si tout marchait. La philosophie, première épreuve passée par les candidats à 1 mois du baccalauréat général. La plupart d'entre eux jugent les sujets abordables. Reste plus qu'à redoubler d'efforts pour le reste des épreuves prévues du 1er au 3 juillet prochain. Du côté de Saint-Louis, 11 327 candidats répartis dans 44 centres ont entamé les épreuves. Les autorités académiques ont fait des patrouilles pour surveiller le strict respect des mesures prises, comme le bannissement des téléphones portables, par exemple, en salle de classe. Soyons tous là avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Les épreuves anticipées de philosophie se sont bien déroulées à Saint-Louis. Dans la région, les candidats sont au nombre de 11 327. Ils sont répartis dans les 44 centres que comptent les départements de Dagana, Saint-Louis et Podor. En tournée au lycée Charles de Gaulle, à Diamant et dans les grands centres, les autorités académiques sont satisfaites du respect des mesures prises pour un bon déroulement des épreuves. Les élèves composent dans de très bonnes conditions et nous avons relevé simplement en termes d'absence que 3. Et pour le reste, ça va très bien, les surveillants sont en place et toute l'équipe qui doit œuvrer donc pour le bon déroulement de cette épreuve dans cet établissement le fait bien. Pour les candidats, les sujets sont abordables. Franchement, les épreuves semblent abordables. Pour mon cas, j'ai choisi le sujet 2 parce que j'ai l'habitude de les traiter dans les cours de renforcement. Ça part d'obéir et se désespérer de la liberté. C'est-à-dire que, est-ce que l'obéissance nous empêche notre liberté? Et on a l'habitude de nous expliquer que le fait d'obéir à la loi, ça nous garantit notre liberté et non de nous empêcher notre liberté. Les épreuves de la philosophie sont abordables par rapport aux élèves, mais ce qui nous dérange un peu, ce sont les correcteurs. Saint-Louis compte 11 327 candidats, dont 5 990 filles dans la région, aucun cas de fraude n'a été signalé pour le démarrage des épreuves du baccalauréat édition 2019. Merci Ousseynou, sujet abordable, mais on attend après les résultats. Dans le chapitre judiciaire, Ousmane Meng recouvre la liberté. Après une semaine à la maison d'arrêt de Rebeuss, l'homme qui avait émis l'idée de diminuer le nombre des femmes est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Suivons son avocat, Maître Aboubakri Barou avec Aminata Marisso. Je rappelle que le procureur de la République avait requis une peine ferme de 2 ans d'un 6 mois ferme. Dans la foulée, la défense avait plaidé au tribunal, avait demandé au tribunal de bien vouloir
relaxer le prévenu à titre principal, subsidiairement le relaxer ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, à tout le moins la clémence. Alors le tribunal avait mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu à la date du 29, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors le tribunal à l'instant même vient de rendre sa décision. Le tribunal a relaxé le sieur Ousmane Beng du chef d'apologie de crime. Dans la foulée, finalement le tribunal a retenu le délit de provocation, d'incitation à la commission d'un crime ou d'un délit. Et le tribunal l'a condamné à une peine de 6 mois assortie de sursis. Cela veut dire qu'il ne purge pas cette peine, il est libre. Le rabat d'arrêt est-il suspensif ou pas? Le débat est encore relancé suite à la réponse donnée à Soham Wardini, la maire de Dakar, par le chef de l'État à propos de la libération de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Maître Amadou Ali Kane, avocat de Khalifa Sall, met de l'eau dans le moulin du chef de l'État. Selon lui, le rabat d'arrêt est suspensif. Par conséquent, on ne peut pas encore parler de grâce présidentielle. Aminata Maresso. Le sujet est déjà source de polémique. Le rabat d'arrêt introduit par les avocats de Khalifa Sall devrait-il être un frein pour une grâce présidentielle? On ne peut pas considérer que Khalifa Sall était définitivement condamné. Et c'est ce qu'on a soutenu également devant le Conseil constitutionnel pour appuyer sa candidature. Mais malheureusement, en son temps, le Conseil constitutionnel, contrairement à ce que le président a dit, avait fait valoir que le rabat d'arrêt n'était pas suspensif et ne pouvait pas empêcher de tirer toutes les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour suprême et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. La sortie du chef de l'État ne fait que conforter la thèse des avocats de la défense, selon toujours Maître Amadou Ali Kane. Le président de la République rejoint sur ce point précis la ligne de défense des avocats de Khalifa Sall. On avait toujours soutenu que la procédure n'était pas épuisée, que la décision rendue par la Cour suprême n'était pas définitive, parce qu'il y avait un rabat d'arrêt qui avait été déposé et que le rabat d'arrêt était un vrai recours, parce qu'il pouvait aboutir à l'annulation de la décision rendue par la Cour suprême. La libération de Khalifa Sall occupe à nouveau le devant de l'actualité. Elle fait suite à la sortie du maire de Dakar, Soham Wardini, qui a appelé le chef de l'État à libérer Khalifa Sall. Merci Aminata. Conférence nationale, mise en scène, farce nationale, ce sont les qualificatifs du dialogue national par Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF, selon le leader du PASTEF, le chef de l'État doit s'expliquer d'abord sur le gap budgétaire de 100 milliards de francs CFA. Sonko est catégorique. Répondre à l'appel du président de la République, c'est reconnaître son hold-up électoral. Mamadou Fall et Pape Sangoné Mbaye. Avec une gestion catastrophique des biens publics, le président Macky Sall tenterait de masquer les difficultés que traverse le pays en initiant un dialogue national. Des propos avancés par le leader du PASTEF pour justifier sa non-participation au dialogue. Ce dialogue est une manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. Il cacherait la réalité des finances publiques, avec un gap budgétaire à ce jour de plus de 100 milliards. Et qui, s'il n'est résorbé, se portera d'ici la fin de l'année à 345 milliards. La situation du pays est dramatique. Pire, les aveux d'échec du chef de l'État sont à dénoncer, selon le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2019. Macky Sall lui-même dit « Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays. Je ne suis plus dans les affaires de Ndiou Ndiadji. Il n'y a plus de danger pour moi, je n'ai rien à perdre en ce moment. » Quel aveu qui résume le caractère bipolaire de l'homme. L'attitude de certains opposants n'a pas plu au leader du PASTEF. Pour lui, l'opposition manque de logique. C'est la duplicité d'une certaine opposition. Et même l'incohérence de cette opposition. Vous ne pouvez pas avoir aboyé il y a quelque temps pour dire que nous ne reconnaissons pas, nous ne légitimons pas, et être les premiers à vous bousculer pour donner dire monsieur le président ici, monsieur le président là-bas. Ils sont tous heureux de serrer la main du président. Sonko promet au chef de l'État qu'il aura en face de lui une opposition ferme qui ne laissera pas passer certaines dérives du régime en place. Le leader de PASTEF appelle ses militants à une remobilisation afin de remettre ce pays
sur de bons rails. Puis toujours à propos du dialogue pour une concertation inclusive, les Sénégalais de l'extérieur doivent eux aussi prendre part au dialogue. C'est le point de vue du directeur de Otra Africa, Souleymane Diallo, il est toujours avec Moudoufal. On ne peut pas parler de la construction du Sénégal, on ne peut pas discuter de l'avenir du Sénégal sans que ces fils du Sénégal, où qu'ils soient, surtout si nous parlons de dialogue, que ce dialogue soit un dialogue inclusif. Donc nous pensons, nous attirons l'attention des autorités que les Sénégalais de la diaspora doivent participer à cette rencontre-là. Discuter autour de l'essentiel du Sénégal. Et l'essentiel du Sénégal ne se résume pas seulement dans la vie politique. Il y a la démocratie, il y a l'aspect judiciaire, il y a l'aspect social, l'aspect économique, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de zones, il y a beaucoup de questions sur lesquelles aujourd'hui les Sénégalais ont envie de s'exprimer. Donc je pense que ce dialogue doit être un dialogue ouvert, inclusif, général et sans tabou, et que toutes les fils du Sénégal doivent y avoir des représentants. Dans tous les cas, c'est le général Mamadou Niang qui est chargé de piloter le volet politique du dialogue national. L'ancien ministre de l'Intérieur va donc épauler Famara Ibrahima Sagna. Qui est cet homme? Mamadou Samb. L'élément n'est pas encore en place, nous y reviendrons. Alors, se retrouver pour discuter des affaires de la cité, ce n'est pas nouveau chez nous. À chaque impasse politique, à chaque fois qu'il a fallu soulever un peu le couvercle de la marmite sociale, on a su quand même se retrouver et converser. Nous avons donné la parole à un historien, Bouba Diop, il revient sur ce pan de notre histoire, Ibou Diouf et Gervais Yao. Tout semble donc aller pour le mieux au Sénégal. Le Sénégal est un pays de dialogue, a-t-on l'habitude de dire. De 1962 à nos jours, des tensions politiques et sociales ont toujours poussé les forces vives à se retrouver autour de la table pour trouver un consensus. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent pour qu'on puisse dépasser des situations conflictuelles, des situations graves. Même 62, quand il y a eu les événements très graves, après les événements de 68, il y a eu également des moments très, très durs. Il fallait discuter et trouver des solutions. Après les événements de 88, il y a eu des événements très graves dans ce pays. Pour cet universitaire, le dialogue de 2008-2009 avait livré beaucoup de résultats positifs. Que j'ai en mémoire, c'était un exemple très important. C'était lors des assises nationales qui ont eu lieu au Sénégal. J'ai été impliqué. Ces assises ont porté sur les questions essentielles, questions politiques, questions économiques, questions sociales. Le dialogue national lancé, le comité installé appliquait les conditions et autres recommandations pour éviter ce qu'on appelle le seuil d'incompétence. Quand ceux qui ont été appelés à manager tout cela font des propositions pertinentes et qu'on se rend compte que ce n'est pas appliqué, ils n'ont plus leur crédibilité. Et c'est ça qui est souvent dangereux quand des acteurs sont interpellés. Dialoguer pour apaiser les tensions, l'idée est de dépassionner aussi les débats. L'équilibre démocratique d'un pays a un prix. Au Sénégal, une bonne image démocratique doit intéresser tout le monde. Voilà, et nous revenons sur le parcours du général Niang qui va donc piloter le dialogue politique. L'ancien ministre de l'Intérieur va épauler Famara Ibrahima Sagna qui est le président du dialogue national. Suivons Mohamed Samb. Né en 1938 à Podor, le général Mamadou Niang a désormais la lourde responsabilité de piloter le volet politique du dialogue national. Il a été choisi par le chef de l'État Macky Sall et par consensus pour assister Famara Ibrahima Sagna, chargé de piloter le dialogue national. Il sera assisté par Babacar Kanté, ancien vice-président du Conseil constitutionnel, par le professeur Alioune Sall, agrégé en droit et juge à la Cour de justice de la CEDEAO au Nigeria, et Abdou Mazid Ndiaye, membre de la société civile. Le général Mamadou Niang fut l'ancien président de l'Observatoire national pour élections ONEL. Il a aussi contribué dans le processus de paix en Casamance en tant que président de la Commission nationale de gestion de la paix en Casamance entre 1991 et 1992. En avril 2000, le général Mamadou Niang est nommé ministre de l'Intérieur du Sénégal dans le gouvernement de Moustapha Niasse en remplacement du général Lamine Cissé. L'officier général sénégalais a réalisé
réalisé un brillant parcours professionnel, aide de camp du chef d'état-major général des armées Alfred Diallo de 1963 à 1965, commandant de secteur dans le Balantakunda de 1972 à 1974. Merci Mohamed. La lancinante question du retrait des enfants de la rue a aussi été abordée lors du lancement de ce dialogue national. Macky Sall veut une solution définitive pour éviter les échecs notés dans les phases 1 et 2 du projet de retrait. Un nouvel organigramme est en gestation au bureau de la direction des droits de l'enfance et le programme va s'étendre dans les régions pour un budget de 14 milliards. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Pour une première au Sénégal, la question de l'enfance est au cœur d'un dialogue national. Sur cette lancée, l'appel du chef de l'État, trouver des solutions définitives à la présence des enfants dans la rue. À la direction en charge du retrait, des changements sont effectués. Les rôles et responsabilités n'étaient pas clairement définis. Il n'y avait pas une convergence, même si on avait invité tous les acteurs autour de la question. Mais il fallait définir et répartir les rôles. C'est pourquoi j'ai pensé à ce dispositif qui fait que le ministère de l'Intérieur procède au retrait des enfants dans les rues. Le ministère en charge de l'enfant prend en charge les enfants, procède à leur stabilisation, mais aussi à leur réinsertion familiale. En 2017, après le lancement de la phase 1, 1585 enfants sont retirés de la rue. Lors de la phase 2, en 2018, les chiffres étaient à 362, des résultats jugés insuffisants. Aujourd'hui, les autorités mettent la main à la poche, un budget de 14 milliards pour inclure les régions. Les DARA se verront attribuer des projets d'autonomisation, ainsi que les familles vulnérables pour la prise en charge de leurs enfants. Tout ça est compris dans un projet pour la région de Dakar. C'est un projet de 2 milliards. 800, mais pour éradiquer la mendicité sur l'ensemble du territoire national, avec vraiment la construction de centres d'accueil et de formation dans les différents acropoles, la modernisation des DARA qui vient en appoint, mais aussi la réhabilitation de beaucoup de DARA, leur équipement, leur fonctionnement, tout cela va participer de ce projet de 14 milliards. La cellule de lutte contre les traites des personnes annonce des sanctions plus corsées. Certains individus se cachent derrière la religion. Il est important que les êtres humains, que les Sénégalais comprennent que les enfants n'ont pas leur place dans la rue. Il y a une loi, la loi de 2005 relative à la traite des personnes qui existe, qui est appliquée déjà. Nous avons déjà élaboré avec les partenaires une nouvelle mouture de cette loi, parce que la traite, ici nous parlons que de l'exploitation des enfants à travers la mendicité, mais elle touche diverses formes. Avec cette redistribution des rôles, ces acteurs de la protection de l'enfance pensent redresser la barre d'ici 3 ans. Merci Maïmouna. Restons avec les tout-petits. Comment mieux préparer les enfants face aux dangers de la circulation routière? L'action sécurité routière Laser, déjà à l'initiative du plaidoyer pour une limitation de vitesse de 30 km/h devant les établissements scolaires, a lancé un programme de sécurité routière visant la protection des enfants qui se rendent à pied à l'école d'Herclé 2 et 3. Près de 600 personnes sont tuées chaque année sur les routes du Sénégal et les enfants piétons font partie du groupe le plus à risque. Aïssatou Gueiba et Diafaraba. Une intervention des autorités, autant de contributions pour apprendre aux enfants comment traverser la route aux abords des établissements. La sécurité routière, une priorité pour ces acteurs engagés dans cette lutte. Toujours depuis 2012, plus de 100 000 enfants ont pu bénéficier grâce aux sponsors, grâce à nos sponsors, d'une formation de qualité sur les bases de la sécurité routière. Comment traverser, comment reconnaître les panneaux, puisque vous avez vu les démonstrations par les enfants de l'école d'Herclé 3. Et les écoles aménagées. Nous avons des panneaux, des traversées piétonnes, des signalisations, des trottoirs que nous mettons à disposition grâce aux sponsors que nous avons de certaines écoles, la plupart exposées au risque routier. Tout cela nécessite des actes concrets. Et c'est important. Aussi, il faut renouveler le parc, comme on l'a dit. Certains l'ont dit, le parc automobile est vétuste.
il faut amener les gens à entretenir les véhicules. C'est pour ces raisons-là que l'État est en train de travailler à mettre en place des centres de contrôle technique dans toutes les régions. Également, des réformes importantes sont introduites dans la délivrance du titre de transport, comme le permis de conduire. Vous l'avez constaté, on est en train de renouveler l'ensemble des titres, de les sécuriser et de les numériser. Actuellement, on est en train de réformer le code de la route pour introduire donc le permis à points, pour introduire des sanctions beaucoup plus dissuasives. Un engagement dont les enfants sont fiers. Je déplace un passage piéton. Je m'arrête à 0,50 m de la chaussée. J'arrête de la chaussée, je regarde à gauche, puis à droite et encore à gauche. Je traverse avec rigueur, je ne cours pas, je ne traîne pas sur la route. On a appris comment traverser la route pour éviter les accidents, quoi. C'est bon pour ce qu'ils ont fait, quoi. 13% des victimes de la route sont des enfants, d'où l'urgence de mettre en place des mesures pour réduire ces accidents. Il faut toujours faire face aux voitures. Merci beaucoup Aïssatou. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le cancer de col de l'utérus qui prend de l'ampleur au Fouladou. Là-bas, 10 femmes sur 100 originaires de Kolda souffrent de cette pathologie. L'alerte est donnée par les acteurs de la santé. Pour eux, ils urgent de sensibiliser les populations pour une prise en charge rapide. Abdoulaye Diallo. 10 sur 100 femmes koldoises portent les prémices du cancer du col de l'utérus selon les techniciens de santé. Donc ça montre l'ampleur un peu du problème. Donc pour dire que souvent on met le focus sur certaines maladies telles que le paludisme, la tuberculose ou bien le VIH, mais ces maladies qui sont là, qui ne sont pas transmissibles, peuvent évoluer à bas bruit et également créer donc des problèmes. Donc dit tout simplement que certes on n'a pas de données statistiques de la part donc en tout cas au niveau des agrégés, au niveau donc de Kolda, mais par rapport aux données de routine que nous avons, on peut avoir une incidence. Si vous prenez par exemple 100 femmes, quasiment les 10 présentent donc des cas suspects, donc par rapport aux journées qu'on a eu à organiser. C'est pourquoi la région médicale, en partenariat avec le district sanitaire, ont organisé à Mampati une journée de consultation médicale gratuite destinée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Il faut savoir que ces deux pathologies continuent à faire leur ravage. Au-delà en tout cas des maladies transmissibles, il était question également qu'on puisse mettre le focus également sur les maladies non transmissibles, à savoir le cancer du col de l'utérus, mais également le cancer du sein. Donc c'est dans ce sens, avec l'appui, comme je l'ai dit, de l'USAID, également sous la supervision donc, de la région médicale, que le district sanitaire de Kolda a accueilli cette journée. Et nous avons voulu également, en tout cas, amener cette journée dans des endroits où le besoin se fait. Avec l'appui de USAID NEMA, les personnes qui seront dépistées positives de ces pathologies vont bénéficier d'un suivi médical. Si des cas suspects sont détectés, elles seront orientées au niveau donc du centre de santé. Il y aura un suivi qui va se faire. Et si la prise en charge également peut se faire au centre de santé, elle se fera au centre de santé. Cette journée de consultation médicale gratuite a permis aux prestataires de consulter plus de 300 individus. Merci Abdoulaye. L'émigration irrégulière persiste en banlieue de Dakar. Le phénomène a fait des vagues en mer, mais c'est désormais la voie terrestre qui est prisée par les jeunes. Cependant, ces migrants clandestins qui ont échoué dans leur pérégrination vers l'Europe trouvent beaucoup de peine à se réintégrer dans la société. Ils sont au nombre de 500 dans cette situation en banlieue de Dakar. Alors, des journées de sensibilisation contre l'immigration clandestine sont organisées dans la banlieue de Dakar. Salif Sow et Asmali Diop. À Thiaroye-sur-Mer, les départs en cascade des migrants clandestins sont encore vifs dans les mémoires. Les séquelles, toujours d'actualité. Au niveau de Thiaroye-sur-Mer, ça dépasse même l'imagination concernant l'immigration irrégulière. Donc vous ne pouvez pas entrer dans une seule maison et sans qu'il y ait une personne qui n'est pas vraiment restée dans la traversée, quoi. Cependant, la situation reste alarmante malgré les efforts consentis et annoncés. Les jeunes continuent d'emprunter le couloir de la mort. Parce que maintenant les jeunes suivent le Maroc, après escale Maroc, donc 3 mois, 6 mois après nous sommes Espagne. Une activité lucrative. Oui,
Les passeurs connus et reconnus ne sont jamais pourtant dénoncés. Bon, effectivement, il y en a qui font ça un métier. Parce que moi, je connais des gens qui sont actuellement, qui ont fait un métier. Ils avaient des qualifications, ils avaient déjà des activités, mais ils ont laissé tomber les activités pour vraiment être des passeurs. Parce que bon, c'est bien payé, bon, il y a de l'argent là-bas. Est-ce que vous les dénoncez? Non. On ne peut pas, nous on est des communautaires. La liste des candidats à l'immigration clandestine ne cesse de s'allonger. Par contre, d'autres malheureux émigrés clandestins prennent, eux, le chemin inverse. Un retour toujours difficile. Ils sont des centaines à vivre cette mésaventure. De sensibiliser les populations, il y a des financements qu'on a vraiment mis en place pour des migrants de retour d'Allemagne. D'abord de les former à différents métiers, à différentes qualifications et ensuite les accompagner financièrement vraiment à développer leurs activités. Il y a une base de données, qu'on a mis en place. Ça dépense presque les 500 candidats. La sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine continue dans les quartiers de la banlieue de Dakar. Le renouvellement de l'équipement militaire, mais aussi la construction de nouvelles infrastructures à la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor font partie des priorités du ministre des Forces armées. Sidiki Kaba était en visite de prise de contact dans cette zone militaire afin de faire l'état des lieux. Sidiki Kaba. Je suis également venu pour m'enquérir de la situation sur place, de visu, voir les conditions d'équipement, mais en même temps voir les installations, les infrastructures et ainsi pouvoir mieux soutenir le plan de modernisation qu'a défini chez le président de la République pour l'horizon 2025 pour qu'un équipement approprié, une formation adéquate et des infrastructures appropriées en même temps que la construction et la réhabilitation des bâtiments qui assureront les meilleures conditions de vie aux militaires. Le ministre Sidiki Kaba aux côtés du CMGA Chergueï, image d'IRPA. Et on continue notre shopping en prélude à la fête de Korité. Oubliez les Ganila, Jesner, Bazin riches. Cette année, les tissus Fila Fila et Super 100 sont en vogue chez les hommes. Et vous allez le voir, ça fait l'affaire des vendeurs. Quant aux tailleurs, ils en font de très belles coupes pour la satisfaction de la clientèle. Habib Faye et Moudou Diop sont nos mannequins du jour. Un style bien en vogue, les tissus Super 100 fila-fili cousus au Sénégal deviennent la tendance. Les gens l'ont adopté maintenant. Ils en font de belles coupes, des près du corps, des vestes entre autres. La mode occidentale est très utilisée et c'est ce que les clients également veulent coudre. Ils l'ont aussi opté pour aller dans les cérémonies. Quand j'ai fait mon étude, j'ai trouvé que les bazins ne sont pas en vogue cette année. Les clients qui viennent ici n'achètent que les Super 100 et les filafili. Ces tissus inondent le marché, c'est le cas à Koloban. Dans cette boutique de textile, le gérant, après étude du marché, mise sur les Super 100 et autres. Notre spécialité, c'est filafili et Super 100. En ce moment, c'est la tendance. Ce sont des tissus en coton de qualité. Croisé sur notre chemin, il s'empresse pour rompre le jeûne chez lui. Abdullah Bodjan choisit les tuniques en Super 100. J'aime bien ce genre de tissu, il est très joli et classe. En plus, ce n'est pas cher. La fête de l'Eid, prévue dans les jours à venir, hommes et femmes sénégalais font le grand rush chez les vendeurs de tissus. Leurs choix sont identiques cette année. Filafili et Super 100, vedettes de la Korité.
Merci Habib. Et puis un mot de sport avant de clôturer cette édition. Le match vient de se terminer. Le Sénégal termine donc à la première place du groupe après son nul devant le pays hôte, la Pologne. 0 but partout. La Colombie est à la 2e place après son carton devant Tahiti. 6-0. Le Sénégal et Colombien. Les Sénégalais et Colombiens vont donc jouer les 8e de finale du 2 au 4 juin prochain. Football toujours. Mbaye Diagne répond aux critiques sur ses qualité de footballeur et ses performances en équipe nationale. L'attaquant de Galatasaray estime avoir épuré son jeu pour une place dans l'effectif de Aliou Cissé. Il est au micro de IGFM. Mon rôle, c'est de marquer des buts. Je suis un numéro 9 qui est payé par son club pour empiler les buts, non pas pour faire des dribbles. Je laisse ça aux autres. Des fantaisies sur la pelouse, nous en faisions autrefois, mais ma position n'en a plus besoin. Un avant-centre est juste omnibulé par le but, rien d'autre. Marquer 30 buts n'est pas dû au hasard. En Turquie, j'ai scoré 42 buts en 1 an. Donc c'est absurde de dire que je ne suis pas technique. Marquer des buts recommande des qualités techniques. Toujours présentement à Bakou, à Azerbaïdjan, se joue la finale de la Ligue Europa qui oppose Chelsea à Arsenal, deux clubs londoniens. Après 65 minutes de jeu, Chelsea est bien parti puisque les Blues dominent devant Arsenal, 3-0. Ils sont donc proches de soulever le trophée européen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre dans vos programmes ce soir sur TFM, Mode Korité. Vous allez aussi avoir des idées pour se faire beau et belle pour la fête de l'Aïd. On se donne rendez-vous demain pour le JT de 20h. Restez en compagnie de nos programmes. Bonne soirée.